Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au documentaire Nourrir demain. Avec une question ce soir, comment former celles et ceux qui nous nourriront demain ? Agriculteurs, maraîchers, boulangers ou encore cuisiniers, ils sont à la base de notre alimentation quotidienne, mais ils font face à de sérieux enjeux environnementaux et économiques. Alors comment s'adaptent les écoles et centres de formation à ces métiers de l'alimentaire ? Pour tenter d'y répondre, nous allons accueillir plusieurs invités autour de ce plateau. Et pour commencer, on accueille Arnaud Grégoire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le producteur du documentaire Nourrir demain, journaliste de formation. Vous avez plusieurs documentaires à votre compteur. Celui-ci, il parle de quoi ? Nourrir demain, en deux mots, ça parle de quoi ? Alors ça parle des formations au métier de l'alimentation, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, etc., ou tous ceux qui font de la transformation, les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les cuisiniers, les barmen. Ouais. Donc ça parle de la formation avec une question qui est de savoir dans quelle mesure ce qu'on leur enseigne est durable. Alors, vous êtes allé à la rencontre de pas mal d'acteurs en Wallonie et à Bruxelles, de jeunes aussi, pour construire ce documentaire. Quels ont été les constats que vous avez pu remarquer, sans en dévoiler de trop ? Alors, si on interroge les jeunes au premier abord, il y en a quand même beaucoup qui disent « mais enfin, ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment pas durable, on ne nous enseigne pas le levain quand on veut faire de la boulangerie, etc. » Et puis, quand on creuse un peu, les choses se nuancent. Et puis, alors, surtout au niveau des enseignants, tous disent que c'est très important d'être dans une démarche durable, mais au concret, au quotidien, c'est pas toujours ça qu'on voit. Vous êtes allé à Dinan et à Ciney notamment, là-bas c'est... Oui, alors à Ciney, il y a donc ce master il y avait ce master en agriculture biologique qui est assez unique. Et puis on va voir que ça a évolué pas tout à fait comme on voulait, comme on l'espérait. À Dinan, il y a l'IFA-PME avec donc centre de formation assez important en Horeca, donc en boulangerie, boucherie aussi, etc. Avec des profs qui ont vraiment une approche très chouette. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce stade. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce documentaire Nourrir demain ? Alors, moi, j'ai un historique tout à fait personnel. Depuis des générations, on est dans l'industrie agroalimentaire, on fabrique du sucre, enfin, jusqu'à mon père en tout cas. Et puis surtout, l'alimentation, ça touche tout le monde. Tout le monde est concerné et ça parle à tout le monde, ces questions de qualité et de santé autour de l'alimentation. Ok, on va voir ça dans un instant. Merci Arnaud Grégoire d'être venu nous parler de ce documentaire. Je vous propose à présent de le visionner. Et puis on se retrouvera juste après avec d'autres invités pour approfondir la thématique. Nourrir demain, on le rappelle, c'est un projet financé par le Fonds pour le journalisme. À travers ce documentaire de 26 minutes, vous allez le voir, l'avenir de l'alimentation se joue aussi sur les bancs de l'école. Bon visionnage et à tout de suite. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire, en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. Tout a commencé avec cette vidéo diffusée en mai 2022. Des étudiants d'AgroParisTech dénoncent des jobs destructeurs et le poids de l'agro-industrie dans leur formation. Alors, on a voulu savoir comment ça se passe chez nous, à Bruxelles et en Wallonie, dans les formations de bio-ingénieurs, des maraîchers, des boulangers ou des cuisiniers. L'enseignement délivré à celles et ceux qui nous nourriront est-il durable ? Je suis devenue cuisinière assez tard, à 30 ans, et pendant ma formation en cuisine, j'ai vraiment appris la cuisine très classique, comme on dit, belgo-française, à l'ancienne, à base surtout de beurre et de crème, et pas du tout avec des bons produits. On m'en a jamais parlé pendant mes 3 ans de formation, jamais, à aucun moment. Quand nous, on a demandé pour pouvoir comprendre comment fonctionnait le levain, ce qu'on pouvait en faire en classe, certains nous ont répondu que c'était une technique ancestrale et que ça ne reviendrait pas au goût du jour, et que ça ne servait à rien de rajouter ça dans le programme. Ça fait pas partie du programme et ça ne sert à rien de le rajouter. Ce sont les étudiants qui sont en train de remuer les centres de formation, les écoles, pour avoir une formation plus en lien avec les valeurs qu'ils veulent partager et qu'ils veulent vraiment enrichir par la connaissance. Et quand je parle de valeurs, je parle de respect de l'environnement, de produire une alimentation de qualité biologique et bien entendu de développer des modes de culture liés à la biologie, à l'agroécologie.
un peu différent par rapport à AgroParisTech. Je sais qu'on a tous vu ce fameux discours. Je pense qu'il faut continuer à s'interroger là-dessus. On est beaucoup plus proche des professeurs. Il y a moins d'entreprises qui impactent sur nos études. Il y a moyen d'avoir une solution à une partie des enjeux climatiques, environnementaux, etc. Mais il faut juste avoir de la volonté et mettre les moyens pour. Ce qui est difficile, c'est que ça vient beaucoup de l'aspect personnel d'un prof. C'est difficile parce que c'est un sujet aussi très politisé. Du charbon, pas de bonne étoile, tu connais. Je l'ai fini dans le money time. Switch. Je me console dans un bon idée. Je l'ai fini dans le money time. Du charbon, pas de bonne étoile, tu connais. Je l'ai fini dans le money time. Switch. Je me console dans un bon idée. Je l'ai fini dans le money time. Le manque de calme, ça rend nerveux imbécile. Les traits sont tirés, je te fais pas de dessin. On veut tout pour ça qu'on est indécis. Son cœur est froid, elle veut que je joue le médecin. Le potimarron, donc les derniers petits potimarrons sont vraiment excellents. Petite rillette, donc une boîte de maquereau que j'ai simplement mixée avec, alors ça c'est vraiment un petit truc que j'adore, moutarde et ketchup. Et donc des petits restes de betterave crue, quelques olives et des petites herbes, donc la menthe qui est donc sur la terrasse qu'on peut ajouter parce que c'est toujours très joli au niveau des couleurs. Et puis c'est très agréable pour le palais, très important aussi nutritivement parlant, même si en hiver effectivement on est plus près des herbes séchées. Et le petit granola maison, donc quinoa, flocons d'avoine, parmesan, paprika doux, ail, cumin, que je fais donc moi-même. Un petit filet d'huile d'olive pour terminer, sel, poivre et les petites pousses belges que j'aime vraiment bien. Donc ici, on a vraiment la manière dont je vois la manière de cuisiner dans le futur. Avec les rillettes, on va parler donc des boîtes de poissons. Comme c'est un produit très simple, je veux bien l'acheter. Pour les légumes et les fruits, bon, voilà, chacun fait comme il peut. Moi, je les achetais aussi effectivement biologiques, mais surtout de saison. Et je ne suis pas végétarienne, mais je ne sais plus manger de la viande, ni du poisson d'ailleurs, s'il n'est pas de très très bonne facture. Et ça a un coût tellement énorme que ça devient de plus en plus rare dans ma cuisine quotidienne. L'alimentation idéale pour demain comme pour aujourd'hui, c'est donc des bons produits locaux et de saison, et s'ils sont bio, c'est encore mieux. Justement, en plein cœur de Bruxelles, il y a un endroit où l'on enseigne tout cela. Ça se passe sur le toit d'un supermarché. On est sur la toiture maraîchère ici qui est gérée par Paris Fresh et on est au-dessus d'un supermarché AXL. On y produit des légumes pour la 4e année là. Et donc on cultive dans des bacs en terre. Là par exemple on voit des oignons ciboules qui sont en train de pousser, ils sont pas encore prêts. Ici on se trouve devant une des zones avec pas mal d'herbes aromatiques et donc une des particularités de la toiture c'est d'avoir une chouette variété d'herbes aromatiques. Du coup ici on se trouve dans la serre, il y a encore des légumes de printemps qui sont en place mais on est en train de planter donc toutes les cultures d'été. Qui aiment la chaleur. Donc ici dans la serre, on va avoir des aubergines, des poivrons, des tomates, des concombres. On organise avec Bruxelles Formation donc une formation métier de l'alimentation durable où donc les stagiaires vont apprendre à la fois la cuisine et l'horeca durable. Et il y a aussi une partie de la formation qui se concentre du coup sur le maraîchage et donc en particulier sur cette toiture ici maraîchère. Il y a un peu différents profils, ne fût-ce qu'en termes d'âge, c'est assez varié quand même. Il y a pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle et du coup qui ont une envie, ou bien des personnes qui ont de l'expérience en horeca mais qui ont envie d'un horeca plus durable, avec une vision zéro déchet, avec une gouvernance plus horizontale dans la gestion de la cuisine. Seulement 0,3% des habitants peuvent être nourris en fruits et légumes par l'agriculture urbaine. Celle-ci a en effet surtout pour vocation de sensibiliser la population, de la reconnecter au système alimentaire. Pour nourrir les Bruxellois, il faut donc sortir de Bruxelles. Et pour former les maraîchages bio, il faut faire 50 km et se rendre à Jodogne, où se situe le CRAB, qui délivre la formation de référence en maraîchage bio.
Ici, on a choisi une pratique culturelle qui n'utilise pas de produits phytosanitaires, c'est un choix. On a ce luxe-là parce qu'on est moins soumis à une production et une rentabilité. On va vraiment aller tout au long d'une saison en passant par le semis, la plantation, la récolte, la transformation et tout ce qui est annexe aussi au maraîchage, qui est vraiment la logistique mais aussi la théorie qui est liée à ça. Donc on prend vraiment un temps pour ça. Le CRAB propose une formation solide d'1 an et demi dédiée aux petites et moyennes exploitations. Un choix résolument durable doublé d'un volet réinsertion sociale qui manque pourtant cruellement de soutien financier, comme l'explique Virginie Détienne, sa directrice. Au niveau du financement de la formation professionnelle agricole, elle n'a pas été revalorisée, le budget n'a pas été revalorisé depuis le départ, c'est-à-dire depuis 2008. Or, le coût de la vie a augmenté, je ne dois pas l'expliquer, et donc on commence à vraiment avoir des soucis pour faire des formations de qualité. C'est une ambition politique qu'il faut avoir sur la formation, donc se donner les moyens de ce qu'on ambitionne, à savoir, veut-on vraiment une autre agriculture, veut-on vraiment passer dans un système d'agriculture durable ? Faut que je les crame nos câbles, et je deviens sourd dans le studio. Conclusion, pour les fruits et légumes, le maraîchage bio, c'est l'idéal. Mais à petite échelle, il faut avoir de solides compétences en gestion pour être rentable. Aujourd'hui, en maraîchage, comme pour toute activité agricole, c'est l'enseignement professionnel, technique ou supérieur qui reste la norme. Et le Centre technique horticole de Gembloux fait référence dans ce domaine. On a une superficie de 25 hectares et sur cette superficie-là, on a réparti tous les métiers des secteurs verts. Et alors, avec tous ces secteurs-là, on a différentes missions et notamment la formation. Donc on accueille différentes écoles pour faire de la formation liée à tous ces secteurs-là, surtout dans le cadre de leurs travaux pratiques. Ça peut être des écoles de secondaire, des écoles du supérieur ou alors des formations continues pour les entrepreneurs ou les indépendants. Notre jeunesse actuelle est vraiment demandeuse de solutions qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. On part vers ça. On part vers ça. Si on ne leur propose pas autre chose, on est en retard. Il y a eu une grosse évolution ces dernières années. Pour aller au plus loin de l'évolution, on a des productions qui sont bio. Donc des productions bio, que ce soit en maraîchage ou en arboriculture fruitière. Mais alors les autres productions que l'on a, elles sont en conventionnel, mais en lutte raisonnée. Donc ça veut dire que lutte raisonnée, c'est que on raisonne pour essayer de mettre le moins possible de produits phyto et essayer de faire travailler la nature. La volonté de la direction et des enseignants est bien d'aller de plus en plus vers une démarche durable, voire même la permaculture, mais il reste toujours nécessaire de recourir aux techniques conventionnelles. Une tension entre pratiques conventionnelles et approche durable qu'on observe aussi dans l'enseignement universitaire, chez les bio-ingénieurs en particulier, où l'agroécologie est devenue le maître mot. Donc l'agroécologie, ça peut se voir à la fois donc, comme une discipline scientifique, comme un ensemble de pratiques et même comme un mouvement. Mais donc, c'est en termes de la discipline, c'est quelque part, pour résumer, et si on prend vraiment l'aspect plus orienté pratique, c'est de l'écologie appliquée à l'agronomie. Si on parle du paysage idéal à l'issue d'une transition agroécologique, ce serait sans doute un paysage avec des exploitations agricoles, enfin des fermes de plus petite taille, ou en tout cas qui ne continueraient pas à s'agrandir comme aujourd'hui. Si on prend paysage au sens très littéral du terme, voilà, sans doute un petit peu plus maillé de haies, enfin voilà, un petit peu plus hétérogène, on va dire, que certaines grandes plaines avec des très grandes parcelles très uniformes. L'agroécologie ne serait-elle pas l'arbre qui cache la forêt du conventionnel ? En tout cas, il se dit que Gembloux, qui est la référence en agronomie et qui est bien plus grande que l'école de bio-ingénieurs de l'ULB, serait encore très conventionnelle. On enseigne l'entièreté du panel des solutions, comme je le disais. Qu'est-ce qui marche bien ? Ça peut être des techniques conventionnelles, ça peut être des techniques alternatives, mais c'est surtout qu'est-ce qui marche bien sur quel indicateur ? Qu'est-ce qui marche bien sur un indicateur de production ? Quelle technique marche bien pour un indicateur environnemental ? Et on essaye d'offrir aux étudiants l'entièreté du panel.
on tombe dans ce qu'on appelle l'enseignement d'approche systémique. C'est comprendre un système dans sa globalité, les interactions qui existent au sein de ce système et surtout la multifonctionnalité de ce système. On a un master en agroécologie et à côté on a le master en agronomie et des bio-ingénieurs. Ça pose aussi question sur pourquoi est-ce que l'agroécologie c'est un petit master sur le côté et pourquoi ça ne fait pas partie, pourquoi est-ce que l'enseignement vraiment de l'agroécologie n'est pas aussi partie intégrante du cursus du bio-ingénieur qui va s'occuper de l'agronomie demain. C'est en train de changer, les cours intègrent maintenant cette notion, etc. Mais je pense qu'on peut aller vraiment encore un pas plus loin et les étudiants sont demandeurs. On n'enseigne plus nécessairement l'agroécologie de la même manière qu'on va enseigner l'agronomie pure et dure. Donc c'est vraiment une suggestion alternative qui va viser à plus de durabilité, soutenant bien les 3 piliers, à la fois une durabilité écologique, sociale, mais aussi économique. Du côté de l'UC Louvain, on a une approche un peu différente. Donc en général, les jeunes qui arrivent chez nous, d'abord sont très motivés, très engagés. Eux-mêmes portent ces messages d'envie, de durabilité, de ne pas épuiser les ressources, etc. Donc ils arrivent avec ces ambitions-là, c'est très clair. Je ne suis pas certaine que proposer des formations qui soient très très orientées soit le plus porteur pour ces jeunes. Je ne crois pas qu'à chaque nouvelle question sociétale et chaque nouvelle réponse à cette question sociétale, il faut créer un master. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne approche. Je pense qu'il faut plutôt rester dans nos bases et bien sûr faire évoluer constamment nos formations. À chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a des problèmes. Donc il y a un problème dans notre système alimentaire et il faut faire quelque chose. Alors évidemment, ce n'est pas super simple à faire. Il y a une pluralité de solutions et je pense que chaque personne qui pense avoir une solution a probablement raison aussi. Donc il ne faut pas non plus rejeter les solutions des autres. Il vaut mieux plutôt travailler à plusieurs, réfléchir ensemble. Nous essayons au maximum d'outiller nos étudiants pour aborder la complexité. Donc l'approche plus systémique, comment est-ce qu'on peut prendre en compte des éléments qui viennent de différentes disciplines pour construire justement des systèmes agroalimentaires qui soient les plus robustes possibles. La dichotomie entre agroécologie et agriculture conventionnelle pure est un peu caricaturale. En fait, il y a une diversité de formes d'agriculture. Il y a des questions très concrètes. Si je veux préserver le sol, la vie du sol, j'utilise moins le labour, je travaille moins mon sol. Mais quelque part, les agriculteurs nous disent « alors j'utilise certains produits phyto », pas tous. Donc là aussi, il y a des gradations. Donc, pas de caricature. Les systèmes sont complexes, admettons ça. Et quand on étudie le vivant, il faut pouvoir vivre avec la complexité. Ceci dit, pour qui voudrait se lancer dans le bio, il existe quelques formations de 3e cycle destinées aux professionnels. La spécialisation en agriculture biologique organisée par la Haute École de la province de Namur à Ciney n'a pourtant pas pu être organisée en 2023, faute de participants, et elle a été définitivement supprimée cette année. Voilà, on trouve intéressant vraiment de dédicacer une année complémentaire aux spécificités de l'agriculture biologique. Cette crise Covid, puis la guerre en Ukraine, la crise énergétique ont comprimé le budget des ménages et donc malheureusement parfois on sacrifie la qualité de l'alimentation et donc on voit aussi que les agriculteurs biologiques en place se questionnent aussi. Alors je pense qu'ils y trouvent du sens dans leur réflexion et dans un choix de travailler de cette manière-là. Mais malheureusement, si économiquement c'est compliqué, ça va être difficile pour eux soit de rester dans ce mode d'agriculture, de convaincre des plus jeunes ou des moins jeunes de faire la transition vers... Et donc ça peut mettre en tout cas en difficulté notre recrutement. Quittons maintenant le secteur de la production pour aller visiter celles et ceux qui transforment les aliments. En région wallonne, à côté des écoles hôtelières, l'IFA-PME est un des principaux lieux de formation des boulangers, bouchers, cuisiniers et autres métiers de bouche. Rencontre à Dinan avec des profs passionnés qui donnent cours aux plus jeunes ou aux adultes en formation en alternance. Aujourd'hui, on fait des pains aromatisés, principalement des pains aux noix, des pains au vin, des pains à la bière. Aujourd'hui, on va préparer un saucisson de Paris.
on reste quand même sur un produit, nous, qui va être artisanal. Tous les formateurs sont des indépendants ou des gens qui travaillent dans le secteur. On a un référentiel évidemment qu'on doit suivre, on doit rester dans le cadre du référentiel, mais on peut faire très bien évoluer nos cours en fonction du marché. Ça fait la 12e rentrée que je fais à l'IFPME ici à Dinan. Et là, on incorpore de plus en plus les nouvelles technologies, les nouvelles recettes, les nouveaux ingrédients qu'on a à notre disposition. Ça a complètement évolué. Le boucher allait encore à la ferme acheter son bétail, ce qui n'existe pratiquement plus maintenant. Je ne dis pas que ça n'existe plus du tout, mais il y en a encore très très peu. On apprend à une partie des étudiants la découpe, et je veux dire qu'il y a une autre partie qui, elle, va être destinée aux grandes surfaces, où là, on ne découpe absolument plus. Donc ce type de boucher-là, lui, qu'est-ce qu'on va surtout lui apprendre? L'emballage, l'étiquetage, trancher, préparer des hachés, des saucisses, voilà, toutes ces petites préparations-là, et aussi tous les conseils à donner aux clients concernant les cuissons, les techniques de conservation, voilà, etc., les allergènes, voilà, qui sont très importants maintenant. En boulangerie, ce qu'on a mis en place, c'est toute l'élaboration des levains. Ça, c'est vraiment entré dans un cours bien particulier, qui est quand même relativement complexe et long à donner. Ça, on incorpore évidemment là-dessus, puisque la levure a tendance aujourd'hui dans les boulangeries à diminuer en utilisation. Ici à l'école, on a décidé d'utiliser des farines de tradition, donc avec très peu d'émulsifiants, très peu d'acide ascorbique, etc. dedans. On revient aux farines de base qu'on utilisait il y a de bien nombreuses années. Comme nouveauté, ce qu'on a maintenant, on a une formation en bio, voilà, parce qu'il y a une demande tout simplement. On a la formation en vegan. Voilà. Donc on apprend aux élèves à faire aussi, on va dire, des produits de viande sans viande. Il y a des techniques qui sont similaires donc, au niveau des approches, qu'elles soient artisanales ou industrielles, qui sont similaires dans notre programme de formation, mais bien entendu ici, dans nos filières, nous travaillons avec des professionnels donc, du secteur, ce qui veut dire qu'on a aussi leur approche artisanale. C'est du fait main, comme on dit en fait dans le jargon, et donc ça nous permet à la fois de pouvoir travailler sur des techniques et des approches, tout en sensibilisant sur des enjeux en fait, qui sont aussi importants, et sur lesquels on a envie de pouvoir permettre aux générations qui arrivent, et souvent ces générations qui arrivent dans nos filières sont demandeuses également de dire attention aux pratiques. À Bruxelles, au cœur de la principale école des métiers de bouche, le message est le même. Il faut enseigner à la fois les techniques conventionnelles et les pratiques durables. La crème pâtissière, ça peut se faire en instantané, avec la poudre et de l'eau. Ça va, voilà, on va dire dans le cadre de l'artisanat ou du durable, là on est tout à fait à côté. Mais on a aussi la crème pâtissière avec le lait, le pudding, la maïzena, les méthodes traditionnelles avec le bâton de vanille. Les œufs, les entiers ou les jaunes, voilà. C'est toutes des recettes différentes qui vont être proposées effectivement à nos étudiants. Et le jour où ils seront dans le monde de l'emploi, s'ils vont travailler par exemple dans des grandes surfaces ou des choses comme ça, où on travaille effectivement avec des crèmes pâtissières instantanées et des choses ainsi, ils l'auront vu, ils sauront le faire. Au même titre que s'ils vont travailler chez un artisan, que l'artisan travaille avec telle ou telle méthode, ils l'auront vu ici au sein de l'école. On le voit, ici aussi la question de la durabilité est très présente, avec toutefois l'obligation d'enseigner les techniques artisanales comme les procédés conventionnels. Faisons encore un tour du côté des initiatives privées, avec par exemple l'Académie de Vieux-Sart, où Jean-Luc Pigneur forme de jeunes talents au sommet de la gastronomie. Alors ici, c'est une cuisine très, très réduite, mais qui ne doit accueillir qu'une douzaine de jeunes. Donc voilà, on essaie de tout concentrer ici, avec des éléments nécessaires dans n'importe quel restaurant. Voilà. C'est des techniques nouvelles, très contemporaines, ça pour la partie pure technique. Mais alors, toute la réflexion sur l'achat local, les producteurs. On a bien mis en avant les producteurs d'abord. Un bon chef, c'est d'abord acheter des bons produits. Après, on transforme si on est compétent. Il faut voir ça comme une formation complémentaire à la formation école hôtelière. Les classiques, les bases, c'est très bien. Donc nous, on essaie d'aller un peu plus loin. On fait une sorte de complément entre l'école et la profession, le boulot. Et à la fois, un tremplin pour les jeunes, puisque je les forçais, entre guillemets, à aller faire des stages 3 fois 4 mois dans les restaurants haut de gamme. Et du côté de la transformation, Alimento organise des formations qui répondent aux besoins de l'industrie alimentaire. Elle est gérée par les syndicats et le patronat et elle est partenaire de nombreuses initiatives avec le Forem et l'IFAPME comme Epicuris, le centre de compétences des métiers de bouche en Wallonie. Nous sommes au service, on va dire en Belgique, de 98 000 salariés, travailleurs, ouvriers, employés confondus, et d'environ plus de 4 500 entreprises alimentaires.
La majorité d'entre elles étant des très petites et moyennes entreprises et 5% des grandes entreprises qui comptent plus de 100 salariés. Les préoccupations majeures qui nous guident, ce sont celles des entreprises, de leurs salariés et des partenaires sociaux. Plusieurs, ouais, ça fait une spirale comme ça, d'accord? Ouais, okay. Et là, on va couper en 3. C'est ce développement durable, ces circuits courts, cette alimentation saine, c'est une préoccupation majeure de l'ensemble de celles et ceux qui fabriquent des denrées alimentaires. Du côté de l'industrie toujours, faisons un saut à Food Forward, une compétition annuelle entre étudiants organisée par la FEVIA, la Fédération du secteur agroalimentaire. On se rend compte ici que les bio-ingénieurs ne sont pas tous refroidis par l'industrie. Ce sont des concours qu'on organise à l'attention des étudiants des hautes écoles et des universités pour mieux leur faire connaître les entreprises alimentaires, l'évolution technologique aussi qu'il y a dans le secteur, l'innovation. Et ils doivent développer un produit innovant avec un business plan qui a un volet marketing et aussi un volet durable. De manière générale, il y a un problème déjà de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur, surtout pour les filières et les profils techniques et scientifiques. L'image de l'industrie alimentaire n'est plus toujours la bonne en fait auprès des jeunes particulièrement et du grand public. Et donc notre volonté, c'est aussi de leur montrer la réalité du secteur qui est souvent pas celle qu'ils ont en tête, mais une réalité qui a aussi fort évolué. En fait, le secteur a fort évolué en matière technologique, c'est un secteur qui évolue aussi en termes de durabilité. Et puis il faut nuancer l'image qu'on a de l'industrie. En Wallonie, elle est constituée à 85% de PME. 6 entreprises sur 10 ont même moins de 5 emplois. Des biscuiteries, des brasseries, des conserveries, toutes impactées par les questions environnementales et énergétiques. Et puis il est vrai que les géants de l'agroalimentaire, dont certaines pratiques restent problématiques, maintiennent une forte présence auprès des étudiants et leur proposent de belles carrières. Rien à voir avec les perspectives qui s'offrent aux futurs artisans. Ce sont des métiers de passion dont l'exercice est pourtant jalonné d'obstacles et financièrement incertain. Donc ici on travaille du canard qui est d'un jeune agriculteur, Théo. Il se bat pour en vivre, mais il bosse autant que moi. Il bosse 90 heures semaine peut-être pour arriver à en vivre. Il fait des extras à gauche à droite, il fait des extras en boucherie, il élève des agneaux, il élève des canards. Il y a un peu à gauche à droite, quoi. C'est un métier où vous allez faire des heures, c'est un métier où vous allez être fatigué. Et aujourd'hui, la société tolère presque plus ça. Ce tour d'horizon révèle 1001 façons d'apprendre un métier dans l'alimentation, allant du plus conventionnel au plus durable. Comme souvent aujourd'hui, la responsabilité de l'avenir est renvoyée aux jeunes générations. Heureusement, de nombreux métiers de l'agroalimentaire sont en pénurie, permettant à celles et ceux qui nous nourriront de choisir en accord avec leurs valeurs. Du charbon, pas de bonne étoile. Tu connais. Je l'ai fini dans le money time. Switch. Je me console dans un bon idée. Je l'ai fini dans le money time. Le manque de toile, ça rend nerveux imbécile. Les traits sont tirés, je te fais pas de dessin. On veut tout pour ça qu'on est indécis. Son cœur est froid, elle veut que je joue le médecin. Dehors je fais des tours, j'ai trop fumé, c'est la mêle. Avec elle j'ai été dur, je l'ai confondu avec la mienne. J'ai pas vu que son âme était pure. Ici c'est la merde, l'âme dans le dos pour ses thunes. Ici c'est la merde, je touche plus du bois que de la résine. Ouais j'ai mes torts, ouais t'as raison. Je la 808, c'est l'agressif. Ouais c'est Honey Gang dans la maison. Voilà, c'était donc le documentaire Nourrir demain, produit par Arnaud Grégoire. On l'a vu, la réalité des formations au métier de l'alimentaire est assez contrastée entre l'enseignement conventionnel et les pratiques durables. Dans ce reportage, on a fait le tour des métiers de la chaîne alimentaire, de la production à la transformation. On va s'arrêter à présent au point de départ de cette chaîne en se concentrant sur les formations au métier agricole. Et pour en parler, on accueille autour de ce plateau des spécialistes du secteur. Je vais faire un petit tour de table. Nous avons tout d'abord Thibaut Fias, vous êtes directeur du bachelier en agronomie de la Haute École de la province de Namur, la HEPN.
C'est un cursus qui est enseigné à Ciney depuis près de 40 ans. Nous avons aussi Eddy Montigny, vous êtes agronome, mais aussi directeur et cofondateur du centre de recherche Brioa, basé à Aiguezé, et spécialisé dans l'agriculture biologique et l'agroécologie. Nous avons Mélanie Favreau, vous êtes responsable du centre de formation de la FJA, la Fédération des jeunes agriculteurs. La fédération organise des formations pour les agriculteurs aussi depuis 40 ans, notamment à Ciney. Et nous avons enfin Bénédicte Enroth, vous êtes responsable des formations chez Bio Wallonie. C'est une ASBL qui encadre le secteur du bio en région wallonne depuis 2013. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on l'a vu, le point de départ de ce documentaire, c'est ce discours des étudiants d'AgroParisTech, l'école parisienne qui forme les ingénieurs agronomes. Ils qualifient leur métier de destructeurs et dénoncent une formation qui les pousse à provoquer des ravages écologiques. C'est un discours interpellant qui témoigne d'un certain malaise dans le secteur. Thibaut Fias, voilà, ce discours a plutôt fait des vagues dans le milieu universitaire, mais ici, en Belgique, à Ciney, est-ce qu'il a eu un écho chez les étudiants de la Haute École de la province de Namur en agronomie ? Alors, je ne pense pas qu'il a eu le même écho et la même résonance au niveau de notre région. Même si je pense que la conscience des jeunes de 2024-25 a évolué ces 10 dernières années et que ils sont aussi un moteur de transition pour l'équipe enseignante parce qu'ils viennent avec des nouvelles questions, parce qu'ils ont un autre regard sur les dégâts ou les conséquences du modèle actuel agricole. Et donc je pense que ce sont des signaux dont on doit être attentif au niveau de notre enseignement aussi. Eddy Montigny, vous donnez cours notamment à la FUGEA et à la FJA. Vous êtes en contact avec les étudiants. Est-ce que vous avez, constaté un écho de ce discours des étudiants d'AgroParisTech ? Alors, dans le cadre des étudiants FUGEA, c'est pas du tout le même public qui suit ce genre de formation, tout comme la FJA. Par contre, quand on accueille des stagiaires au Brioa et qu'on discute un peu avec eux, effectivement, alors ils n'ont pas de revendications qui semblent aussi fortes que celles qui ont été exprimées dans la petite vidéo. Par contre, ce qu'ils expriment, c'est que finalement, ils suivent leurs études pour obtenir un diplôme, un papier, mais qu'en cours de formation, ils n'y trouvent pas vraiment une réelle motivation. Donc, la forme ou le contenu des cours semble ne plus trop convenir à leurs attentes, et c'est vrai qu'on est baigné dans une société où tout va vite, où il y a une somme d'informations qui arrivent, et c'est vrai qu'on voit en parallèle des tas de formations en ligne, alors avec toutes des qualités qui sont relatives, mais on voit quand même un certain nombre de contenus qui leur sont accessibles, et parfois certains se disent, mais tiens, on va au cours, mais on y perd notre temps, quoi, en fait. Et donc ce qui ressort assez fort de leur discours, c'est que pour la plupart, ils ont une formation qui est académique, mais très peu axée sur le terrain, et donc c'est plutôt théorique et peu pratique. Et c'est ce qu'ils viennent rechercher, et c'est ce qu'ils apprécient dans d'autres cadres formatifs. La société évolue, vous le dites, et les préoccupations sont de plus en plus présentes chez les jeunes. Au niveau des défis environnementaux et climatiques. Est-ce qu'elles ont des répercussions sur les formations au métier agricole ? Mélanie Favreau, comment les formations proposées par la FJA peut-être se sont adaptées au fil du temps pour répondre à ces nouveaux défis ? Il est clair que le modèle agricole, en 40 ans de formation, il a vraiment changé. Et donc, c'est important que les gens qui font des formations donc de base, de remise à niveau, comme on le fait chez nous, aient une vue de ce changement. Et donc, oui, on adapte nos cours. Par exemple, on a ajouté un module sur l'impact du changement climatique sur le monde agricole. Donc, voilà, on essaye d'inclure dans nos cursus de base de nouvelles notions et également proposer des formations continues sur de nouvelles technologies ou de nouvelles façons de produire dans les fermes actuelles. Des nouvelles technologies comme quoi, par exemple Donc on pourrait aller voir, donc on a fait des formations de biologie sur
convertir ces grandes cultures en bio. On a fait des formations pour faire un peu découvrir les robots de traite, les tenants et aboutissants. Donc on installe un robot, ça consiste en quoi mon métier va changer. On va aussi également se tourner vers l'agriculture de conservation. Voilà, on essaye un petit peu d'apporter de nouvelles notions aux jeunes et également aux moins jeunes du monde agricole. Bénédicte Enroth, est-ce que chez Bio Wallonie, vous avez aussi développé des formations pour répondre aux évolutions de l'agriculture, de la société de manière générale ? Justement, nous avons eu un financement de 2 ans pour le levier formation Plan Bio, qui avait pour but de justement aider les enseignants et les formateurs à se former en formation continue pour le bio. Et nous avons donc organisé 13 formations à destination des enseignants et formateurs. Et on a constaté que les enseignants étaient demandeurs d'aller sur le terrain découvrir le vrai métier bio, aussi bien agricole, mais aussi de la transformation agroalimentaire. Et donc, nous avons fait ce travail de sensibilisation. Ce projet se termine et on espère bien que dans le futur, on pourra encore poursuivre parce que c'est une demande et un besoin. Et vous proposez des formations vraiment axées sur le bio. Il y a de la demande actuellement Nous, on a offert 13 thématiques cette année. Sur le bio, il y a eu du succès pour ces formations. Eddy Montigny a donné 2 de celles-ci sur le sol et les grandes cultures en bio, parce que c'est vrai, les enseignants parfois sont dans leur quotidien, n'ont pas le temps de changer leur cours. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est parfois des syllabus clés en main, des fiches techniques, de la recherche, pour essayer d'aider, de les aider à développer leur cours. Donc, on a créé une base de données, outils pédagogiques dans ce sens-là, pour pouvoir leur permettre d'avoir plus facile à avoir l'accès à la documentation plus facilement. Et ils ont eu aussi l'occasion directement d'être formés pour ceux qui étaient disponibles. Alors, en parlant de formation spécifiquement axée sur le bio, la HEPN avait lancé en 2015, c'est ça, une spécialisation en agriculture biologique à Ciney. C'était une option d'un an destinée aux étudiants qui voulaient se spécialiser dans le bio. Cette option a finalement été supprimée en septembre 2024. Thibaut Fias, pour quelles raisons Alors, elle n'est pas organisée actuellement, effectivement. La raison principale, c'est une étude de rentabilité du projet en mettant en relation la charge enseignante nécessaire et le nombre d'inscrits ou de candidats inscrits sur les 10 années environ où on a pu l'organiser. Et donc, face à ce constat-là, malheureusement, actuellement, on n'a pas ouvert cette année de spécialisation. Ça consistait en quoi, cette année de spécialisation ? C'était assez unique en Wallonie ? Oui, c'est effectivement... Alors, voilà, on était aussi les premiers et les seuls à s'être lancés dans le bain en 2015. Donc, c'était finalement une voie qu'on a ouverte. Et c'était une formation pour répondre un peu, je pense, à cette attente dont ont témoigné les étudiants parisiens, de vraiment du pragmatique, puisqu'il y avait vraiment un équilibre presque moitié-moitié entre des stages, vraiment un rapport proche avec le terrain et des notions plus pointues et de techniques spécifiques à l'agriculture biologique qui se déroulaient pendant une année après un cursus soit de bachelier, soit de diplôme en agronomie. Donc on partait déjà a priori avec des jeunes qui avaient déjà quand même un bagage conséquent. On ne devait plus reprendre toutes les bases avec eux, mais on pouvait vraiment se centrer sur les compétences spécifiques et techniques de l'agriculture biologique. Donc pour le moment, effectivement, il y a une parenthèse. Ça nous a amené aussi, nous, à réfléchir à notre formation de base, comment intégrer ces notions d'agroécologie, de durabilité, de changement climatique. Donc, c'est un processus, je veux dire, continu, qui est lié parfois à des personnes, qui est lié
à des injonctions de notre référentiel de compétences. Donc il y a toute une série de contraintes qui définissent nos programmes d'une année sur l'autre et l'évolution de ceux-ci. Eddy Montigny, vous étiez professeur dans cette spécialisation en bio à l'HEPN. Comment vous avez réagi à la suppression de cette option ? Tout d'abord avec un grand étonnement, parce que jusqu'au dernier jour, elle devait être ouverte et on avait réussi à rassembler un nombre assez important d'étudiants qui n'avaient jamais été aussi élevés à ce moment-là. Je pense que dans le jargon, il y a des personnes qui sont inscriptibles d'office et des personnes qui doivent répondre à certains critères. Et là, on avait grosso modo 16 inscrits et je crois 22 ou une vingtaine en tout cas d'inscriptions potentielles. Et donc là, voilà, du jour au lendemain, on a appris qu'on passait de 15 inscrits minimum à 22. Donc voilà, c'était un peu une surprise. Puis c'est vrai qu'on a été réunis et qu'on a entendu ce que M. Fias disait, c'est-à-dire un bilan du PO et du directeur général de la HEPN qui expliquait effectivement que cette section était déficitaire et avait rencontré des difficultés de rassembler un quorum suffisant pour être rentable, parce qu'il s'agissait bien là d'être rentable en fonction des subsides qui étaient accordés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et concrètement, pour vous, cette suppression, ça génère un manque dans l'enseignement, dans la formation dans le secteur ? Alors oui, étant donné que ces étudiants-là restent un peu sur le carreau, ou en tout cas, ils ont un petit manque à ce niveau-là. Ils recherchaient une formation qu'ils n'ont pas pu encore retrouver d'autre part. Maintenant, là où il faut aussi regarder, c'est peut-être un signal. Si on base finalement toutes les études sur une rentabilité économique, on assiste quand même depuis maintenant une dizaine d'années à quand même une diminution lente, progressive mais constante du nombre d'inscrits dans les formations agricoles en général. Donc voilà, si on table juste sur une série de colonnes avec des plus et des moins, peut-être que le risque c'est de voir différentes autres formations passer à la trappe et de respecter les critères économiques pour une haute école. Vous confirmez cela, Thibaut Fias, les inscriptions chaque année diminuent dans les formations agricoles à l'HEPN en tout cas ? L'offre de formation aux jeunes s'est élargie sur les dernières années aussi. Et donc, effectivement, je pense que moi, je suis convaincu qu'il y a une voie pour nos jeunes dans l'agronomie. Et c'est le témoignage que je porte, que ce soit dans les salons SIEB, dans des soirées rencontres ou des journées portes ouvertes. Mais autant la société devient plus urbaine, autant elle s'éloigne du monde agricole. Donc c'est aussi difficile, c'est un travail aussi pour nous, les écoles, d'expliquer ce que ce sont les métiers de l'agriculture et de l'agronomie et qu'on a besoin de cerveau, de bras. Et les inscriptions ont diminué au fil des années ? Oui, il y a un effilochement, j'ai envie de dire. Et en particulier, là j'ai repris les chiffres, dans la filière vraiment agricole chez nous, on a un étudiant sur 4 qui est dans la filière agricole. Les autres sont dans la filière plutôt environnement ou agroalimentaire. Donc, et c'était des choses qui étaient sans doute moins prégnantes il y a une dizaine d'années. Donc, à la fois l'agronomie en général et en particulier l'agronomie dédicacée, production animale, production végétale. Chez Bio Wallonie, Bénédicte Enroth, vous avez aussi été déçu de cette suppression de la spécialisation en bio ? Oui, nous avons été très étonnés aussi et déçus parce que on portait aussi cette section depuis le départ avec aussi un cours filière bio. Et donc, nous sommes étonnés parce qu'on manque de formateurs, on a pénurie de gens qualifiés pour parler de l'agriculture biologique. Donc on se tourne toujours vers les mêmes et finalement les jeunes on a difficile de recruter, de sortir de notre petit réseau. Et alors nous on était aussi demandeurs parce qu'on a engagé des conseillers techniques. Deux de nos conseillers techniques sont passés par l'HEPN, Damien. Par la spécialisation en bio. Oui. Et ils sont très très pointus et c'est ce qu'on demande parce que pour aller donner conseil à des agriculteurs bio qui sont déjà chevronnés, il faut avoir de bons bagages techniques. On ne peut pas s'aventurer comme ça. Vous vouliez réagir, Eddy Montigny ? Oui, en fait, c'était juste une réaction aux différents splitages de l'agriculture en environnement, en agriculture tempérée ou autre.
C'est un constat qui est récurrent sur l'ensemble des hautes écoles, je pense. Mais ce que je trouve dommage, c'est que finalement, des gens qui font une formation en environnement n'ont pas un cursus de base en agriculture générale. Et donc, ce sont des gens qui vont s'intéresser plus à des problèmes de pollution, d'environnement et autres. Mais quand on sait que 40% de notre territoire est cultivé, et donc entre les mains d'agriculteurs, je pense qu'il est quand même extrêmement important et intéressant pour ces gens-là d'être formés sur les métiers de l'agriculture, tant dans la production que dans la transformation, parce que d'un côté comme de l'autre, je ne dis pas que tout porte la responsabilité des problèmes qu'on rencontre actuellement, mais c'est vrai qu'il y a une série de problèmes qui dégagent de là et pour lesquels il y a des solutions. On en met en place tous les jours, il y a des solutions. Donc, sectoriser le secteur agricole avec d'un côté des études environnementales et de l'autre côté de l'agronomie pure, on arrive encore plus à stigmatiser les choses avec des railleries. Ouais, tiens, ça c'est l'environnement, ah tiens, ça c'est le tempéré ou autre. Donc il faut être prudent par rapport à ça, je pense. Mélanie Favreau, à la FJA, vous organisez des formations en perfectionnement, en plus des cours de base. Est-ce que ces formations-là, elles ont autant de succès que les formations agricoles de base ou... En fait, donc, pour bénéficier de les différentes aides de la PAC, une qualification agricole est nécessaire. Et donc, les cours de base, entre guillemets, sont obligatoires pour certains, vu qu'ils veulent avoir ce diplôme et bénéficier des aides. Les cours de perfectionnement ne sont pas obligatoires. Et donc, en théorie, quand on fait des sondages auprès de nos membres, auprès des jeunes, auprès des agriculteurs, on va dire, moins jeunes, oui, ils ont un intérêt pour ces cours-là. En pratique, c'est pas évident pour eux de se libérer, parfois en soirée, parfois en après-midi. Ça dépend de la météo, ça dépend de plein de facteurs au niveau de la ferme. Et donc, c'est pas évident de toujours trouver le bon moment et la bonne thématique pour les formations de perfectionnement. Eddie Montigny, vous êtes d'accord les formations plus spécifiques, axées sur le bio, peut-être moins de succès auprès des jeunes. C'est dû à quoi? Alors, peut-être d'une part déjà par rapport à un manque de communication de cette formation-là, en tout cas dans le cadre qui nous intéressait et dont on a discuté tout à l'heure. Mais d'autre part, comme je le disais juste précédemment, il y a un manque d'engouement pour les métiers de l'agriculture. Est-ce que ça semble moins sexy actuellement et que tout le monde recherche un emploi dans le commerce, dans le management et autres? Et c'est vrai qu'en discutant avec les jeunes, il est plus jeune encore, la carrière actuellement, c'est le management, quoi. C'est vraiment le truc qui a le vent en poupe. Or, je pense que le secteur de l'agriculture réunit tout, que ce soit passer de la soudure au management, c'est vraiment un métier qui couvre tous les aspects. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Malheureusement, pour apprendre à souder, ça ne se fait pas à une université, ni au travers d'un bouquin. Il faut quand même un minimum de pratique. Et ça, malheureusement, dans les formes d'enseignement supérieur, je pense qu'on passe ce volet-là. Oui, tout à fait. Le succès des formations plus spécifiques, comme on l'a dit, il est peut-être dû aussi à un manque de communication, voilà, vous l'avez dit, ou de financement. Dans le reportage, la directrice du CRAB, un centre de formation au maraîchage, explique que le budget n'a plus été revalorisé depuis 2008. Bénédicte Enroth, vous êtes d'accord, le secteur manquerait de financement pour la formation? Oui, les cours FJA... C'est sûr que leur budget n'a pas beaucoup évolué, ils sont beaucoup sur ce même budget, donc les formateurs ne sont pas bien rémunérés et ça décourage certains formateurs de faire des cours du soir au niveau familial, etc. C'est pas toujours évident de se libérer et nous, on a essayé de prester certains modules bio pour eux et c'est clair que, comme je le dis, pénurie de personnes compétentes, donc c'est chez nous on est sollicité et on ne sait pas répondre à toutes les demandes de formation qu'on sollicite. C'est que depuis le reportage, donc ici depuis 2025, nos subsides ont enfin été revalorisés, mais disons que ça couvre les 15 ans en arrière d'inflation, donc c'est pas forcément avec ça qu'on va avoir
un budget énorme, plus conséquent, mais ça comble déjà un manque. Mais c'est clair que, comme dit Bénédicte, il manque de formateurs. Le carburant augmente, les locaux, il faut les chauffer, etc. Donc ça a un coût supplémentaire et donc c'est un frein également pour organiser des formations innovantes, de qualité, avec des formateurs qu'on pourrait aussi parfois inviter d'autres pays, de France par exemple, mais ça a un coût trop élevé. Eddy Montigny, le problème c'est le financement pour former les enseignants. Alors, je ne sais pas si le problème est le financement des enseignements en tant que tel, mais par contre, là on est en train de discuter de structures complètement différentes. Quand on prend la FJA, un syndicat, une institution comme Bio-Wallonie, qui pour Bio-Wallonie dépend essentiellement du secteur public, mais sans garantie finalement, parce que c'est une reconduction politique principalement. Si on prend un cadre institutionnel comme la Fédération Wallonie-Bruxelles, là il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées et nommées, qui sont en place et dont le métier est d'enseigner des matières relatives à l'un ou l'autre secteur qui évolue ou pas. Après, l'enseignant est lui-même libre de faire évoluer sa façon d'agir. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence, elle est vraiment structurelle. Il y a des fonds qui sont dédiés à l'enseignement et qui sont consacrés à l'enseignement dans toutes les structures. Là, il y a des ASBL qui donnent des formations en plus et dont finalement la survie de la structure dépend du politique. Et donc là aussi, c'est quelque chose où on est entre des écarts qui sont vraiment, vraiment importants. Des réalités différentes. Tout à fait, ouais. À la HEPN, Thibaut Fias, le financement est aussi un problème. On l'a vécu sur l'année de spécialisation et je pense qu'on a expliqué ce qu'il en était. Mais moi, je voudrais... Oui, on a un cadre qui est défini et qui est lié aussi à notre population étudiante. Et donc, effectivement, on est dans un environnement qui est un peu concurrentiel, parce qu'il y a d'autres hautes écoles qui organisent des filières agronomiques aussi. Donc il y a sans doute une réflexion à mener à l'échelle du territoire wallon. Et donc quelle volonté et quels moyens est-ce qu'on a, la Fédération Wallonie-Bruxelles est prête à mettre pour continuer à enseigner de l'agronomie, de l'agriculture dans un territoire dont c'est une des plus-values et un secteur, je pense, important, stratégique pour l'alimentation des prochains. C'est peut-être une question d'ambition politique aussi, de l'importance qu'on accorde au secteur. Oui, mais effectivement, on ne représente pas beaucoup d'étudiants de manière globale, mais on gère 40% du territoire après avec les professionnels qui sont dans le métier. Donc, quelle importance est-ce qu'on veut leur accorder et je voudrais peut-être revenir sur ce qu'Eddy disait, quand il parlait de splittage des filières agronomiques. Ce dont je peux être heureux, en tout cas, c'est que au moins pendant 3 ans ou 4 ans, nos étudiants sont amenés à vivre ensemble, même s'ils sont dans une filière agricole ou environnement ou agroalimentaire. Au moins, ils tissent des liens personnels et interpersonnels et on les aide à se parler, parce que c'est des mondes un peu différents qui se rencontrent et c'est déjà un début de débat pour plus tard, pour leur vie professionnelle. Et chacun n'aura pas accès à une exploitation agricole parce que c'est pas son projet, parce qu'il n'a pas accès à la terre, mais au moins il aura pris connaissance des réalités de l'autre, celui qui veut préserver la qualité des eaux, celui qui veut produire de la viande de qualité. Enfin voilà, c'est des jeunes qui sont amenés à se parler. Donc au moins ce rôle-là, on essaye de le tenir dans l'école. Mélanie Favreau, le financement, c'est un problème. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui font que certaines formations n'ont peut-être pas le succès espéré ou le contexte peut-être dans lequel on évolue ? Mais oui, tout à fait. Donc le financement, c'est une partie du problème. Mais par exemple, on avait un cours orienté bio qu'on n'a pas su organiser parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Donc je pense qu'aussi, il y a un peu la réalité de terrain. Le bio, on en est
tous convaincus que c'est mieux, enfin produire mieux est mieux pour se nourrir, mais voilà, il faut que les débouchés soient derrière. Les jeunes, parfois, ça peut peut-être leur faire peur également de faire une transition radicale d'une ferme conventionnelle à grande échelle de leurs parents. Et donc, je pense que, comme on l'a vu dans le reportage, c'est peut-être mieux d'intégrer dans leur cursus de base un peu de bio, un peu d'agroécologie, un peu de conventionnel, et qu'ils puissent se faire une vision des différents types de production. Et en fait, tous les modes de production cohabitent ensemble. Voilà, une année n'est pas l'autre, une ferme n'est pas l'autre. Et donc, une année, on pourra peut-être faire plus d'efforts ou moins d'efforts selon les possibilités qu'on a. Donc, c'est vraiment, je pense, qu'on va se remettre en question. Et si la formation bio n'attire pas, ou plus, ou moins, on va dire, il faut, entre guillemets, les forcer à suivre ces cours-là et leur ouvrir l'esprit par rapport aux différentes façons de produire. On peut peut-être faire rapidement un dernier tour de table. Une question, comment faire évoluer alors les formations? Quelles solutions, en fait, pour les rendre plus attractives? Eddy Montigny, vous vouliez réagir? Alors pour moi, c'est ne plus alimenter des usines à petits soldats, à bons petits soldats, mais c'est de former des gens qui vont vraiment développer un esprit critique et pouvoir avancer dans la voie qu'ils auront choisie. Encore une fois, ce n'est pas du tout une opposition, mais qu'ils le fassent de façon tout à fait responsable, mais en étant vraiment conscient, et c'est là que ça devient très très pointu, de toutes les complexités qu'il y a autour de ça. Parce que quand on lâche un élément dans la nature, il part dans tous les sens. Et peut-être qu'on devrait garder un peu les pieds sur terre, c'est peut-être de stopper notre jeu de l'apprenti sorcier à tous les niveaux, quoi. Une réaction pour vous, donc quelle solution pour demain, pour nourrir demain, au niveau de la formation? Au niveau de la formation, essayer, comme on l'a dit ici, d'essayer que tous les jeunes qui sortent soient conscientisés aux dangerosités des produits phytosanitaires, de techniques qui permettent de les limiter ou de les supprimer complètement, et d'aider les enseignants dans leur travail de formateur en leur donnant des outils. La recherche, nous on a une base de données outils pédagogiques donc, sur notre site internet de www.biowallonie.be. Ça c'est une petite, on a des fiches techniques BioCRS, etc. qui permettent vraiment d'implémenter des cours. Et en plus de ça, vraiment au niveau de tous les cursus scolaires, essayer d'imposer un petit peu de bio dans le programme pour que, même si on n'a pas vraiment envie, on en parle de façon spontanée. Pour vous, quelles sont les solutions pour l'avenir au niveau de la formation métier agricole? Je pense que ça passe d'une part par une réflexion institutionnelle. Alors, elle prend le temps qu'elle prend. Nos derniers référentiels de compétences, Eddy en parlait tout à l'heure, ils datent de juin 2022 et à ce moment-là seulement, il n'y a même pas 3 ans, les notions de coût écologique, de durabilité, de prendre en compte les aspects collatéraux d'usage de produits, par exemple, n'arrive vraiment officiellement pour l'enseignant, si c'est sa Bible, enfin voilà. Après, personnellement, l'enseignant peut aussi être avant-gardiste et ne pas se référer qu'à ça, mais c'est aussi sur ça qu'il pourra être évalué l'enseignant. Moi, j'ai suivi mon référentiel, donc voilà, il y a la partie institutionnelle, il y a la partie que moi je peux prendre en charge au niveau de mon école. Je vous ai expliqué un peu des pistes, de permettre aux étudiants de parler ensemble, de confronter leur carte du monde avec des modèles agricoles et des modèles familiaux, des modèles culturels qui sont un moment, un bouillon de réflexion entre eux à 18, 20, 22 ans. C'est des moments où on peut réfléchir au monde qu'on veut créer. Donc voilà, je veux rester positif, mais même si je suis conscient des limites, qu'elles soient économiques, institutionnelles, mais voilà un peu le message que je Un message positif. Mélanie Favreau. Je pense qu'à notre niveau, il est important de pouvoir offrir des formations qui vont présenter les pratiques plus durables, mais tout en gardant le côté rentabilité économique en fait. Parce que un jeune qui reprend une ferme, qui doit avoir des investissements colossaux vu le prix de la terre, vu le prix des machines agricoles actuellement, c'est important qu'il puisse comprendre qu'il peut travailler de manière plus durable tout en ayant un revenu qui soit là. Et donc il faut vraiment qu'il puisse
avoir combiner ces deux aspects. Voilà, parce que voilà, toujours faire plus vert quand on est dans le rouge, c'est quand même compliqué. Et donc c'est ça qui pourrait avoir le côté attractif, c'est leur montrer qu'il y a moyen de gagner sa vie en étant plus durable et en travaillant mieux. Bien, merci à tous d'avoir participé à cette discussion. On va clôturer là-dessus. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver dans son intégralité sur notre site internet matélé.be. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt.